La crise de la culture, 8 exercices de pensée politique. Hannah Arendt. Ich habe nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv geliebt, weder das Deutsche noch das Französische noch das Amerikanische, noch etwa die Arbeiterklasse oder was es sonst so noch gibt. Qu'est-ce que la liberté? Partie 2. La liberté, envisagée dans ses rapports avec la politique, n'est pas un phénomène de la volonté. Nous ne traitons pas ici du liberum arbitrium, liberté de choix qui arbitre et décide entre deux données, l'une bonne et l'autre mauvaise, et dont le choix est prédéterminé par un motif qui n'a besoin que d'être invoqué pour commencer d'opérer. Eh bien, dès lors que je ne puis m'avérer d'un galant pour filer ces beaux jours bonimenteurs, je suis résolu de m'avérer un scélérat et d'exécrer leurs vaines amusettes. Elle est bien plutôt, pour rester avec Shakespeare, la liberté de Brutus, que cela soit ou nous mourrons, qui est la liberté d'appeler à l'existence quelque chose qui n'existait pas auparavant, qui n'était pas donné, pas même comme un objet de connaissance ou d'imagination, et qui donc, strictement parlant, ne pouvait être connu. L'action, pour être libre, doit être d'une part libre de motif, et d'autre part de son but visé comme effet prévisible. Cela ne veut pas dire que les motifs et les desseins ne sont pas des facteurs importants dans tout acte singulier. Ils sont les facteurs déterminants, et l'action est libre dans la mesure où elle peut les transcender. L'action, pour autant qu'elle est déterminée, est guidée par un but futur dont l'entendement a saisi le caractère désirable avant que la volonté ne le veuille. L'entendement fait appel à la volonté, car elle seule peut dicter l'action. Pour paraphraser une description caractéristique de ce processus par Duns Scott. Le but de l'action varie et dépend des circonstances changeantes du monde. Reconnaître le but n'est pas une affaire de liberté, mais de bon ou mauvais jugement. La volonté, considérée comme une faculté humaine distincte et séparée, suit le jugement, c'est-à-dire la connaissance du but convenable, puis elle commande son exécution. Le pouvoir de commander, d'ordonner l'action, n'est pas une affaire de liberté, mais une question de force ou de faiblesse. L'action, dans la mesure où elle est libre, n'est pas plus sous la direction de l'entendement qu'elle n'est sous l'empire de la volonté, bien qu'elle ait besoin des deux pour l'exécution de tout but particulier. Mais elle a sa source dans quelque chose d'entièrement différent que, suivant la célèbre analyse par Montesquieu des formes de gouvernement, j'appellerais un principe. Les principes n'agissent pas à partir de l'intérieur du moi comme les motifs, ma propre difformité ou ma plaisante stature, et s'inspirent, pour ainsi dire, de l'extérieur. Et ils sont beaucoup trop généraux pour prescrire des buts particuliers, bien que tout projet particulier puisse être jugé à la lumière de son principe une fois que l'acte a été commencé. En effet, contrairement au jugement de l'entendement qui précède l'action, et contrairement au commandement de la volonté qui l'entame, le principe qui l'inspire devient pleinement manifesté dans le seul accomplissement de l'acte lui-même. Cependant, tandis que le bien fondé du jugement perd sa validité et que la force de la volonté qui commande s'épuise dans le cours de l'acte qu'ils exécutent en coopération, le principe qui l'inspire ne perd rien en force ou validité par l'exécution. À la différence de son but, le principe d'une action peut être répété maintes et maintes fois. Il est inépuisable. Et à la différence de son motif, la validité d'un principe est universelle. Elle n'est liée à aucune personne particulière, ni à aucun groupe particulier. Cependant, la manifestation des principes ne se produit que par l'action. Ils sont manifestes dans le monde aussi longtemps que dure l'action, mais non plus longtemps. Les principes en ce sens sont l'honneur, la gloire, l'amour de l'égalité, que Montesquieu appelait la vertu, la distinction ou l'excellence. Le grec efforce-toi toujours de faire de ton mieux et d'être le meilleur de tous, mais aussi la crainte, la méfiance ou la haine. La liberté ou son contraire apparaissent dans le monde chaque fois que de tels principes sont actualisés. L'apparition de la liberté, comme la manifestation des principes, coïncide avec l'acte qui s'accomplit. Les hommes sont libres, d'une liberté qu'il faut distinguer du fait qu'ils possèdent le don de la liberté, aussi longtemps qu'ils y agissent, ni avant ni après. En effet, être libre et agir ne font qu'un. La liberté, comme inhérente à l'action, est peut-être illustrée le mieux par le concept machiavélien de virtu,
l'excellence avec laquelle l'homme correspond aux occasions que le monde lui révèle sous la forme de la fortuna. Son sens est rendu de la meilleure façon par virtuosité, c'est-à-dire la perfection que nous attribuons aux arts d'exécution, différents des arts créateurs de fabrication, où l'accomplissement consiste dans l'exécution même et non dans un produit fini qui survit à l'activité qui l'a amené à l'existence et qui en devient indépendant. Le caractère de virtuosité de la virtu de Machiavel nous rappelle d'une certaine manière le fait, ignoré de Machiavel, que les Grecs utilisaient toujours des métaphores telles que le jeu de flûte, la danse, la guérison et le voyage en mer pour distinguer la politique des autres activités. Ce qui veut dire qu'ils puisaient leurs analogies dans ces arts pour lesquels la virtuosité d'exécution est décisive. Comme toute action comporte un élément de virtuosité, et puisque la virtuosité est la perfection que nous attribuons aux arts d'exécution, la politique a souvent été définie comme un art. Cela, bien sûr, n'est pas une définition, mais une métaphore. Et cette métaphore se révèle complètement fausse, si l'on tombe dans l'erreur commune de considérer l'État ou le gouvernement comme une œuvre d'art, comme une sorte de chef-d'œuvre collectif. Du point de vue des arts créateurs qui produisent quelque chose de tangible et réifient la pensée humaine dans une mesure telle que la chose produite possède une existence autonome, la politique est l'exact opposé d'un art. Ce qui, soit dit en passant, ne signifie pas qu'elle soit une science. Les institutions politiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dépendent d'hommes d'action pour leur pérennité. Leur conservation est assurée par les moyens mêmes qui les ont instaurés. L'existence indépendante témoigne du caractère de produit fabriqué de l'œuvre d'art. Le fait que sa conservation dépende d'une manière absolue d'actes postérieurs désigne l'État comme un produit de l'action. L'important n'est pas ici de savoir si l'artiste créateur est libre dans le processus de la création, mais de savoir que le processus créateur ne se déploie pas en public et n'est pas destiné à faire son apparition dans le monde. Donc l'élément de liberté incontestablement présent dans les arts créateurs reste caché. Ce n'est pas le libre processus créateur qui finalement fait son apparition et emporte au monde, mais l'œuvre d'art elle-même, le produit final du processus. Les arts d'exécution, par contre, présentent une grande affinité avec la politique. Les artistes qui se produisent, les danseurs, les acteurs de théâtre, les musiciens et leurs semblables ont besoin d'une audience pour montrer leur virtuosité, exactement comme les hommes qui agissent ont besoin de la présence d'autres hommes devant lesquels ils puissent apparaître. Les deux ont besoin d'un espace publiquement organisé pour leur œuvre, et les deux dépendent d'autrui pour l'exécution elle-même. Une telle scène où se produire ne va pas de soi partout où des hommes vivent ensemble au sein d'une communauté. La police grecque était autrefois précisément cette forme de gouvernement qui procurait aux hommes une scène où ils pouvaient jouer et une sorte de théâtre où la liberté pouvait apparaître. Employer le mot politique au sens de la police grecque n'est ni arbitraire ni forcé. Ce n'est pas seulement étymologiquement, ni seulement pour les érudits que le mot même, qui dans toutes les langues européennes dérive encore de l'organisation historiquement unique de la cité grecque, fait écho aux expériences de la communauté qui la première découvrit l'essence et le domaine du politique. Il est vraiment difficile, et même trompeur, de parler de politique et de ses principes les plus profonds, sans faire appel dans une certaine mesure aux expériences de l'Antiquité grecque et romaine. Et cela pour la seule raison que les hommes n'ont jamais, ni avant ni après, pensé si hautement l'activité politique et attribué tant de dignité à son domaine. En ce qui concerne la relation de la liberté à la politique, il y a une raison supplémentaire. Seules les anciennes communautés politiques étaient fondées dans le but exprès de servir les hommes libres. Ceux qui n'étaient ni esclaves soumis à la contrainte par autrui, ni travailleurs conduits et pressés par les nécessités de la vie. Si, donc, nous comprenons le politique au sens de la police, sa fin ou raison d'être serait d'établir et de conserver dans l'existence un espace où la liberté comme virtuosité puisse apparaître. Tel est le domaine où la liberté est une réalité du monde, tangible, en paroles qu'on peut entendre, en actes qu'on peut voir, en événements dont on parle, dont on se souvient, et que l'on transforme en histoire avant de les incorporer dans le grand livre de l'histoire humaine. Tout ce qui arrive sur cette scène est, par définition, politique, même quand il ne s'agit pas d'un produit direct de l'action. Ce qui demeure à l'extérieur, par exemple les grands faits des empires barbares,
peut être impressionnant et remarquable, mais n'est pas politique au sens strict du mot. Toute tentative pour dériver le concept de liberté d'expérience du domaine politique semble étrange et saisissante, parce que toutes nos théories en ces matières sont dominées par l'idée que la liberté est un attribut de la volonté et de la pensée plutôt que de l'action. Et cette priorité ne dérive pas seulement de l'idée que tout acte doit être psychologiquement précédé par un acte cognitif de l'entendement et un commandement de la volonté pour mettre à exécution sa décision, mais aussi, et peut-être même essentiellement, parce qu'on croit que la liberté parfaite est incompatible avec l'existence de la société, qu'elle ne peut être tolérée dans sa perfection qu'en dehors du domaine des affaires humaines. Cet argument courant ne soutient pas, ce qui est peut-être vrai, qu'il est de la nature de la pensée d'avoir besoin de plus de liberté qu'aucune autre activité humaine, mais plutôt que le fait de penser n'est pas en lui-même dangereux, de sorte que seule l'action a besoin d'être contenue. Personne ne prétend que les actions doivent être aussi libres que les opinions. Cela, bien sûr, fait partie des dogmes fondamentaux du libéralisme, qui, malgré son nom, eut sa part dans le bannissement du domaine politique de la notion de liberté. Car la politique, selon cette même philosophie, ne doit s'occuper presque exclusivement que du maintien de la vie et de la sauvegarde de ses intérêts. Mais quand il s'agit de la vie, toute action est par définition sous l'empire de la nécessité, et le domaine propre pour s'occuper des nécessités de la vie est la gigantesque et toujours croissante sphère de la vie économique et sociale dont l'administration a éclipsé le domaine politique depuis le début des temps modernes. Les affaires étrangères seules, parce que les relations entre les nations abritent encore des hostilités et des sympathies qui ne peuvent être réduites à des facteurs économiques, semblent rester du domaine purement politique. Et même ici, la tendance qui prévaut est de considérer les problèmes et rivalités de puissances internationaux comme procédant en dernier ressort de facteurs et intérêts économiques. Mais de même que, en dépit de toutes les théories et doctrines, nous croyons encore que le fait de dire la liberté est la raison d'être de la politique n'est qu'un truisme. De même, en dépit de notre souci apparemment exclusif de la vie, nous continuons à tenir pour une évidence que le courage est une des vertus politiques principales, bien que, si tout cela n'était qu'une question de cohérence, ce qui évidemment n'est pas le cas, nous devrions être les premiers à condamner le courage comme un mépris stupide et même mauvais de la vie et de ses intérêts, c'est-à-dire des biens prétendus les plus grands de tous. Courage est un grand mot, et je n'entends pas par là l'audace de l'aventurier qui risque joyeusement sa vie pour être aussi profondément et intensément vivant que l'on peut l'être en face du danger et de la mort. La témérité n'est pas moins en rapport avec la vie que la lâcheté. Le courage, que nous considérons encore comme indispensable à l'action politique et que Churchill a nommé un jour la première des qualités humaines parce qu'elle est la qualité qui garantit toutes les autres, ne satisfait pas notre sens individuel de la vitalité. Mais il est exigé de nous par la nature même du domaine public. Car ce monde qui est le nôtre, par cela même qu'il existait avant nous et qu'il est destiné à nous survivre, ne peut simplement prétendre se soucier essentiellement des vies individuelles et des intérêts qui leur sont liés. En tant que tel, le domaine public s'oppose de la façon la plus nette possible à notre domaine privé, où, dans la protection de la famille et du foyer, toute chose sert et doit servir à la sécurité du processus vital. Même de quitter la sécurité protectrice de nos quatre murs et d'entrer dans le domaine public, cela demande du courage, non pas à cause de dangers particuliers qui peuvent nous y attendre, mais parce que nous sommes arrivés dans un domaine où le souci de la vie a perdu sa validité. Le courage libère les hommes de leurs soucis concernant la vie, au bénéfice de la liberté du monde. Le courage est indispensable, parce que, en politique, ce n'est pas la vie, mais le monde qui est en jeu.